Bonjour à tous et vous tous qui me suivez, merci d'être venus sur cette chaîne où encore une fois, il sera question d'aborder des questions sensibles, mais de manière, je l'ai toujours souligné, scientifique. Scientifique, c'est-à-dire abordé avec objectivité. Voilà. Quand on parle de la science, cela ne veut pas forcément dire que nous allons évoquer des techniques, non. La science veut dire aussi l'esprit avec lequel vous abordez le problème. Parce que beaucoup abordent des problèmes parfois avec un esprit tout simplement émotionnel et tout simplement partisan. Et ici, nous abordons une question en tant que scientifique. Ah bien, c'est-à-dire en tant que analyste qui voit la chose, aborde la question de manière objective. Nous nous efforçons d'être vraiment le plus objectif possible. Bien, la question qui m'a plu d'aborder maintenant dans l'entretien qui commence, c'est la question de la crise dans l'Est de la RDC. Eh bien, la crise impliquant la RDC et le Rwanda. Bien. Il est certain qu'il s'agit ici d'une question sensible, d'une question endémique. Endémique dans la mesure où cela fait déjà plus de 3 décennies que la crise n'est toujours pas résolue dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, si nous avons choisi d'aborder le problème, c'est parce que justement, il y a, à nos sens, plusieurs manières de lire cette situation dans l'Est, cette situation catastrophique et criminelle, horrible, humanitairement inacceptable, dont la partie Est de la République, avec des massacres, des morts par millions. Je vous renvoie ici à l'ouvrage Holocauste au Congo, publié par l'écrivain camerounais Onana, qui publie Holocauste au Congo. Vous pouvez aller lire aussi certains ouvrages qui vous attestent du même problème, du même cas, c'est à savoir le cas d'une situation tout à fait, en tout cas, on ne peut plus dramatique dans l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, les chercheurs, historiens n'hésitent pas, on se pose encore la question de dire si on ne pouvait pas considérer la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo comme étant la crise qui a mené à plus de guerres, plus de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, le nœud du problème ici, c'est le rapport au Rwanda. C'est en fait, je voudrais ici parler du Rwanda. C'est ça le nœud du problème. C'est est-ce que, et c'est la question primordiale, est-ce que la crise congolaise, la crise sécuritaire, la crise militaire, la crise humanitaire dans l'Est de la République du Congo a comme cause le Rwanda? Ou, je reformule la question, est-ce que, enfin, c'est de manière toute simple, qui serait responsable, le responsable premier de la crise dans avec des guerres dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Qui est le responsable? Qui en est le responsable? Autrement dit, quelle est la solution, en fait? Quelle est la solution au problème de la crise? Est-ce que le problème, c'est juste le Rwanda? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien, en tant que scientifique et analyste, quelqu'un m'a dit, mais non, vous dites scientifique, est-ce que c'est... Non, je dis scientifique ici dans le sens d'évoquer l'objectivité et dans le sens de me permettre de dire ce que je pense. En fait. Parce que quand on dit scientifique, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on pense, quel que soit quels que soient les inconvénients, c'est-à-dire on dit ce qu'on pense avec objectivité, c'est-à-dire qu'indépendamment des inclinations extérieures, on dit ce qu'on pense sincèrement. C'est le mot quand on dit scientifique, ça évoque ça aussi. Donc il y a pas, c'est pas sorcier que quand quelqu'un dit scientifiquement parlant.
Ça veut dire aussi objectivement parlant. Ça ne veut pas nécessairement dire techniquement parlant ou mathématiquement parlant ou physiquement. Non, ça veut dire tout simplement objectivement parlant, avec objectivité, avec respect de la vérité, de ce qu'on pense au moins être vrai. Donc, la question, elle est posée. En tant que Congolais, je suis originaire du Cameroun. Je suis né dans la crise, en fait. J'ai grandi dans la crise. Et je pense que je suis aussi quelqu'un qui est mieux placé pour donner son point de vue. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo depuis plusieurs décennies? Eh bien, une situation de guerre et d'insécurité généralisée. OK. Qui sont les acteurs? Parce qu'on va évoluer question après question. Qui sont les acteurs de cette désescalade, de cette déstabilité donc militaire dans la région? Eh bien, des milliers, enfin pas des milliers, mais des dizaines de groupes armés. La question qui suit, c'est comment se fait-il que un État organisé, un État sérieux, un État qui se doit, qui se veut et se doit d'être un État, peut laisser émerger sur son sol un nombre, eh bien, illimité des organisations militaires sur son sol. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à la base? Eh bien, c'est là le problème central. C'est-à-dire qu'il y a dans l'Est des groupes militaires, des groupes armés qui font la loi et qui sèment la terreur dans la partie Est. Bien. Alors, le Rwanda dans tout ça. Quel est le rôle du Rwanda dans tout ça? Est-ce que le Rwanda joue un rôle principal ou est-ce que le Rwanda joue un rôle accessoire, un rôle subsidiaire, c'est-à-dire un rôle passif? La question, je crois que il y a trouvé lorsque nous faisons une lecture objective de la situation. C'est lorsqu'on voit d'abord la capacité du Rwanda. Le Rwanda est un petit pays voisin de la RDC dont les capacités militaires n'atteignent pas la moitié des capacités militaires dont dispose la République démocratique. Le Rwanda est un pays voisin de la RDC dont la capacité démographique fait à peu près les 10% de la capacité démographique de la RDC. Mais comment se fait-il que le Rwanda est cité, évoqué comme la cause première? Comment se fait-il qu'un pays qui a un pays à faible capacité, que ça s'agisse sur le plan démographique, que ça s'agisse sur le plan militaire, peut être la cause de déstabilisation d'une immensité d'un aussi grand pays, hein, qu'est la République démocratique du Congo. Pourquoi cela est-il possible? Bon, je pense qu'une lecture faciliste, une lecture qui n'est pas dans l'objectivité des faits, va tout de suite dire, oui, c'est le Rwanda. Mais je crois que ça fait tellement longtemps que nous parlons du Rwanda dans ce sens-là. Ça fait tellement longtemps. Sans toutefois nier une certaine implication du Rwanda bien sûr, en tant que pays voisin, en tant que pays limitrophe, bien sûr, il est nécessairement touché et impliqué, bien sûr. Mais cette implication, et c'est la question, je crois, centrale dans cet entretien, c'est est-ce que l'implication, la seule implication du Rwanda, suffirait pour soit envenimer, pour justifier cette situation dramatique jusqu'ici, ou pour se dire que celle-ci, eh bien, si elle s'arrêtait, elle résoudrait on aurait, enfin, si elle s'arrêterait, on aurait résolu le problème. C'est là qu'il faut quand même faire une petite analyse historique et remettre quand même les choses en place. Je pense que faisons d'abord la lecture de la situation. Qu'est-ce qui réellement
pose problème dans la partie est du pays, eh bien, ce sont les minerais. Parce que au commencement, c'est-à-dire en 1994, après le génocide au Rwanda, le génocide des Tutsis par les Hutus, eh bien, la partie est était relativement en paix. Et donc, l'accueil de toute une armée de Hutus sur le sol zaïrois à l'époque, avec l'autorisation donc de la communauté internationale, du Conseil de sécurité à l'époque, Mobutu étant lui-même, on va dire, un agent travaillant absolument, disons dans le respect, mais quand même absolument dans la subordination vis-à-vis de ces institutions internationales, ou vraiment un régime internationaliste, va laisser rentrer sur le sol zaïrois et toute une armée avec armes et munitions, sans aucune mesure d'anticipation de menaces ou une mesure de protection prise vis-à-vis de cette situation. Alors, ceux-là sont entrés sur le sol congolais. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les FDLR. Donc, les FDLR sont en fait l'ancienne armée, hein, donc du Rwanda, défaite et puis trouver donc refuge ou asile sur le sol congolais. Sauf que cette ancienne armée est venue armée et demeure encore armée et jusqu'aujourd'hui. Même si on a fait un travail de rapatriement qui n'est pas le moindre, hein, pour traquer les FDLR et les retourner vers le Rwanda. Mais maintenant, depuis 1914, il y a eu, avec l'AFDEL, il y a eu guerre de renversement de régime de Mobutu, laquelle a occupé tout le territoire et traqué les FDLR. Bien, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Et en plus de ça, il y a eu une intervention rwando-congolaise sous l'égide, enfin sous le régime de Kabila pour traquer de la FDLR. On estime aujourd'hui entre 2000 ou 3000. Alors, on estime aujourd'hui et qu'ils ne sont pas sur un territoire précis, mais qui va aussi dans la nature et donc tout à fait difficile, qui sont difficiles à traquer parce que n'ayant pas un territoire, n'ayant pas un régime, n'ayant pas une organisation vraiment dans le sens de qui pouvait inquiéter le voisin rwandais. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, il y a donc l'AFDEL en 1917, 1918, et puis, pardon, en 1997, 1998, l'AFDEL prend le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila, qui renverse le régime de Mobutu, et donc, on va vivre la calmie. Et après, la cessation, la fin de l'AFDEL a fait qu'une autre rébellion, le RCD Goma, qui est une rébellion congolo-rwandaise, c'est-à-dire alimentée par des Congolais, mais aussi des Rwandais, et qui va prendre la partie de l'Est pour contester, dénoncer le régime donc de Laurent Désiré Kabila. Donc, on a la première rébellion. Voilà. Donc, nous avons une guerre de révolution qui donne lieu à une guerre une rébellion qui conteste le régime qui s'est mis en place suite à la révolution. Et parmi eux, les Congolais, en tout cas la majorité étaient des Congolais, même si le soutien rwandais était aussi à évoquer. Car par exemple, dans la ville de Kisangani, le Rwanda soutenant le RCD Goma et l'Ouganda soutenant le RCD Kisangani, c'est donc affronté en pleine ville de Kisangani. C'était en 2000, dans les années 2000. Voilà.
Donc maintenant, après là, nous avons eu le CNDP, c'est un groupe des dissidents de FARDC, hein, issus de brassage avec lors de suite aux négociations entre le gouvernement et le RCD, et donc il y a eu brassage. Après il y a eu le CNDP avec Bosco Ntaganda, hein, l'espère Bosco Ntaganda, avec les Laurent Nkunda, et après il y a eu le M23, issu toujours du même centre, et donc qui sont des enfin, qu'est-ce que je veux dire, qui sont des membres issus du CNDP, brassés FARDC, mais qui repartent, hein, pour exprimer leur mécontentement et imposer leur cahier de charge. Et puis le M23 version 1, on peut dire, défaite en 2013, eh bien, avec le M23 actuel, qui lui a commencé à Tchanzu depuis son exil en Ouganda. Et puis, voilà, le M23 viendra donc reprendre les hostilités. Il y a toute une histoire à la prise de cette hostilité, parce que pour le M23, il y a eu quand même des dialogues au niveau de Kinshasa avec le gouvernement en place, sans que nous puissions savoir ce qui s'est passé réellement. Mais, et puis, suite à ces négociations, après, bon, il y a eu ce qu'on a eu. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. La question n'est pas celle-là. Ma question, c'est de savoir au moins le rôle du Rwanda, le vrai rôle du Rwanda dans cette affaire. Et après, il y a la prise de Goma, il y a la prise de Bukavu, il y a la prise de Goma, un peu, suite après une certaine résistance, mais prise de Bukavu, 3 jours avant même l'entrée du mouvement 23 AFC, et prise d'Ouvira pareil, et donc sans combattre et consommer. Maintenant, la question c'est, quel est le rôle du Rwanda et quel est le problème principal dans cette crise, à mon sens? Je crois que cela peut même étonner ceux qui suivent, certains de ceux qui suivent, contrairement à ce qu'on a toujours dit, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, et je pense que c'est même la cause pour laquelle, donc c'est même à cause de cela, à cause de ce manque de vision, ce manque de perception de la cause claire de la crise, que la crise continue. Je vous dis, c'est parce c'est-à-dire qu'on prend pour cause la chose qui ne l'est pas en réalité, et c'est pour ça que ça change, ça continue. Quelle est la cause principale de la crise en RDC? Je pense que la cause principale de la crise en RDC n'est pas le fait des Banyamulenge, en fait, qui est un autre dossier auquel je reviendrai, ou sur lequel je ferai un entretien sur le dossier Banyamulenge, parce que je crois qu'à un certain moment, il faudrait qu'on en parle. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui racontent des histoires de haine, pour rien. Donc, cette histoire, je la mets à côté. Je pense que contrairement à ce que pensent les gens, hein, qui disent que la cause de la crise en RDC, c'est le fait de l'existence des Tutsis congolais en RDC, Tutsis congolais, eh bien, je pense contrairement à ça, je crois que la crise en RDC n'a rien à voir avec la question des Banyamulenge sur le sol. Les Banyamulenge pouvaient ou ne pas exister au Congo, et alors que le problème, lui, serait le même, en fait. Pourquoi? Parce que les Banyamulenge ne sont pas la cause des problèmes congolais, en toute responsabilité. Quelle est la cause? Eh bien, tout leader congolais, tout leader avéré, devra savoir ceci, que la République démocratique du Congo est un enjeu international, un enjeu géopolitique mondial.
la République démocratique du Congo en tant que telle est un enjeu géopolitique mondial. Qu'est-ce que ça veut dire, géopolitique mondiale? En fait, le monde fonctionne sous forme d'une architecture d'influence de grandes puissances, des petites, des grands intérêts, des petits intérêts. C'est-à-dire que chacun des puissants ou des gens intéressés cherche à avoir une entité d'influence ou des intérêts protéger des intérêts quelconques sur un territoire. C'est le propre du capitalisme. Pour aller tout droit, c'est le capitalisme. Je vais citer un titre qui est pas catholique, mais il faut qu'on le cite quand même parce que l'auteur, Jean-François Dufour, l'a bien décrit dans ce livre, c'est « Baise ton prochain ». Baise ton prochain, l'histoire souterraine du capitalisme. Vous lisez le livre, un livre publié, le titre peut-être un gros mot ou pas, mais le titre est comme ça. Baise ton prochain, c'est le titre de Jean-François Dufour, où vous avez la description du mécanisme du capitalisme et ses méfaits sur par rapport à l'économie mondiale. C'est-à-dire comment fonctionne en réalité le capitalisme. Le capitalisme, en fait, c'est une bataille. C'est une jungle où les intérêts se font la guerre. Il n'y a pas de moralité, qui dépasse l'intérêt. L'intérêt au-dessus de la moralité, c'est ce qu'il faut intégrer lorsqu'on est un pays aux multiples enjeux, comme la République démocratique du Congo, et lorsqu'on est dirigeant ou on a une responsabilité dans ce pays-là, on devra intégrer cette donnée, cet élément-là. À mon sens, le Rwanda ou pas le Rwanda, la République démocratique du Congo, le risque qui va avec sa situation géographique, sa situation économique, sa situation, son enjeu géopolitique. Tout simplement. Le voisin, ça peut être le Rwanda, ça peut être un autre. Donc, le problème de la RDC, c'est que les dirigeants, les responsables de la RDC ne réalisent pas toute l'ampleur dont fait l'objet, toute l'ampleur géopolitique dont fait l'objet leur pays. Je pense que la RDC est un territoire comme tous les autres, donc on peut aussi le gérer dans ce qu'ils appellent l'esprit de bon voisinage et tout ça. La RDC n'est pas un pays qu'on pouvait gérer avec la seule politique du bon voisinage. Ça ne marche pas et ça ne marche plus et ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. Donc la cause des problèmes d'insécurité, pas seulement dans l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi sur le reste de l'étendue du territoire national, c'est le manque de leadership conséquent. Sans citer le Rwanda, sans d'abord aller citer le Rwanda. C'est le manque de leadership conséquent. Il suffit d'entendre les discours de nos dirigeants, il suffit d'entendre le discours de ceux qui sont censés nous défendre, qui sont censés défendre l'intérêt national, qui sont censés être ceux qui nous représentent et qui nous montrent le chemin pour réaliser cela. Il suffit d'écouter notre classe politique, qui tape à côté, qui s'en prennent, évidemment, à des boucs émissaires. Je pense que même que le Rwanda serait un bouc émissaire dans l'affaire, en fait. Un bouc émissaire qui fait avec dans l'affaire. Ce qui ne veut pas dire que le Rwanda ne peut pas soutenir. Le Rwanda, bien sûr, il peut soutenir. Et maintenant, si la cause, c'est d'abord le manque de leadership de nos dirigeants, comment ce manque de leadership s'exprime-t-il?
comment peut-on expliquer ce manque de leadership? D'abord, un pays, la stabilité d'un pays, c'est d'abord une question de l'armée. Dans le capitalisme, dans un monde capitaliste, l'armée doit avoir la place centrale. L'organisation de l'armée, sa modernisation, son équipement, sa formation, sa croissance, ça c'est primordial dans un monde capitaliste. On ne peut pas s'en passer. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, la question de l'armée était quand même... On ne peut pas s'en passer. Sinon, eh bien, on va taxer tout le monde de la cause de... à chaque fois. Mais je le dis parce que la crise, si nous pouvons imputer donc la responsabilité, toute la responsabilité, l'entière de la responsabilité de ce qui se passe dans l'Est de la République du Congo au seul Rwanda, mais qu'en sera-t-il de l'insécurité qui se passe au nord? Qui en est le responsable? Toujours le Rwanda? Mais non. Le responsable de tout ce qui se passe, c'est le manque de leadership chez la classe dirigeante congolaise. Qu'est-ce qu'elle fait? Une armée des clochards. La clochardisation de l'armée est la cause principale de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, et même pas dans la partie est de la Congo, la partie sur toute l'étendue du territoire. C'est le président lui-même qui fait, le président Félix Tshisekedi, qui révèle le diagnostic qu'il a fait, même si cela est aussi en contradiction avec ce qu'il disait aussitôt, mais on peut lui faire donc ce cadeau de dire, bon, peut-être qu'il s'est trompé, mais en réalité, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que l'armée congolaise a été quand même pendant longtemps une armée des clochards. Vous ne pouvez pas diriger un pays avec une armée de clochards. Mais une armée de clochards, ça veut dire quoi? Ben, une armée de clochards, ça veut dire tout simplement manque d'équipement, manque de formation, manque d'effectifs conséquents, manque d'encadrement. Donc, tout ce qu'on dit. Alors, la question de savoir si la clochardisation de l'armée a-t-elle pris fin ou pas, ça, je laisse le soin à quiconque d'y répondre. Mais ce qui est vrai, c'est que, au moins, jusqu'à un certain moment, jusqu'à un passé, en tout cas très récent, notre armée a été diagnostiquée comme étant clochardisée par le régime qui passait. Donc, lorsque vous avez une armée des clochards, ça ne marche pas. Il y a toujours un problème qui va se passer, un problème de sécurité. 2. Le niveau, parce que l'armée est une armée des clochards, eh bien, son niveau de sécurité est bas par rapport à la demande. Vous avez un territoire plus grand, 5 fois, 4 fois, un peu plus de 4 fois, autour de 4 fois que le territoire français, mais qui a moins de moyens que le territoire français. C'est ça qui est un problème. Comment ça fait-il qu'avec quelques milliers, vous voulez prétendre et vouloir gérer la sécurité de tout un continent? Donc, la non prise en compte de l'immensité de l'étendue, de l'immensité de notre territoire et les enjeux que cela pouvait faire l'objet est aussi un problème de manque de leadership. Moi, j'ai toujours, par exemple, voulu que, par exemple, on aille jusqu'à 500 000 hommes. Pourquoi pas? Une loi de programmation militaire a été adoptée depuis 2001, depuis 2021, 2022. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On n'en fait rien. Donc, voilà, tout ce manque du côté des Congolais eux-mêmes fait que, évidemment, que le pays soit exposé à l'insécurité. Alors, quel est le rôle du Rwanda? Le rôle du Rwanda, je crois que c'est un bouc émissaire. Le Rwanda, c'est justement la proximité. Le Rwanda souffre de la proximité avec le Congo. C'est-à-dire parce que les minerais extraits
dans la partie est de la République démocratique du Congo, ne peuvent passer, hein, parce qu'il faut savoir que les multinationales, ce sont elles qui sont à la recherche de ces minerais rares, là, de ces denrées pour leur prospérité et tout ça. Donc ces multinationales-là passent par le raccourci. Maintenant, lorsque par exemple vous êtes à Paris et que vous voulez aller à Goma, c'est facile pour vous. Et d'ailleurs, ceux qui habitent dans l'est de la République du Congo le font d'ailleurs. C'est-à-dire que ceux qui partent de Londres, par exemple, pour aller à Goma, c'est mieux pour eux de passer par le Rwanda pour aller à Goma. Donc, si vous partez par le Rwanda, le lendemain, vous êtes à Goma. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous partez vous allez passer par Lubumbashi ou vous passez par Kinshasa. Quand vous passez par Kinshasa, ça prend plus de temps. Je crois que le Rwanda, c'est d'abord une position c'est-à-dire logistique, hein, une question de logistique. La preuve en est d'ailleurs que dans l'accord signé à Washington sous l'égide donc du président Trump pour un accord commercial appelé par erreur ou par voilà, appelé comme ça accord de paix, eh bien le Rwanda est toujours impliqué. Ça veut dire que la position du Rwanda en tant que pays qui est approximatif et pays qui est à proximité de la zone concernée est toujours maintenue. C'est-à-dire que l'extraction passera nécessairement par le Rwanda. Ce qui veut dire que le Rwanda est toujours l'élément clé dans la situation. C'est pour ça que l'accord en tant que tel n'est pas enfin, c'est un problème dans la mesure où il n'implique pas des contraintes sécuritaires donc claires. Mais en réalité, le fait d'exploiter et d'ouvrir la voie par le voisin et essayer de créer un écosystème économique qui soit bénéfique à tous, là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est que cela se fasse par le Rwanda ou pas, si le leadership congolais n'est pas conséquent, si ne sont pas organisés, si l'armée congolaise reste une armée de clochards, s'il n'y a rien qui se met en place, l'accord et le fait de faire passer les minerais par le Rwanda non plus ne sera pas la solution. C'est pour ça qu'à un certain moment, c'est intéressant de s'attaquer au vrai problème. Le vrai problème, c'est la mauvaise organisation chez les dirigeants et la classe politique congolaise, eh bien, qui oublient les enjeux et mettent tout sur le dos d'un bouc émissaire qui est le Rwanda. Alors là, on peut élargir. Il y en a qui élargissent, font les amalgames sur le peuple, sur les Tutsis, les sorties avec le général et tout ça. Je pense que ça, c'est des déviations à interdire, justement. Parce que le Rwanda peut être intégré dans le dispositif, justement, économique régional et pouvoir jouer un rôle tout à fait important. Mais cela nécessite à ce que, de notre côté, du côté de la RDC, qu'il y ait des dirigeants, qu'il y ait une classe politique qui le peuvent, hein, c'est-à-dire qui peut intégrer, faire du Rwanda plutôt un atout. L'heure n'est pas à polémiquer ou à chercher l'actualité, la guerre. Non. L'heure est de chercher comment intégrer tout le monde, intégrer le Rwanda dans le dispositif commercial, c'est-à-dire faire en sorte que les minerais puissent passer par le Rwanda, pas de souci, que le Rwanda soit un dispositif, fasse partie du dispositif économique et puis minier de la région. Voilà. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'exploitation, la commercialisation de nos ressources soit une affaire régionale. Ça, sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Mais en même temps, nous devrions interdire toute diabolisation, tout esprit d'incitation à la haine, que ce soit communautaire ou la haine vis-à-vis d'autres nations, interdire cela pour y arriver. Et même en même temps, je pense que lorsqu'on aura bien intégré le Rwanda dans ce dispositif, le Rwanda lui-même ne voudra pas non plus perturber un écosystème, une ambiance dans laquelle elle trouve son gain, hein, elle trouve son compte. Donc le problème n'est pas un problème, n'est pas d'abord et avant tout un problème d'une mauvaise foi rwandaise qui voudrait le sang qu'on relève, faire couler. Non, je pense que le vrai problème
entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est d'abord la faiblesse du leadership congolais qui doit se refaire et comprendre les enjeux dont eh bien, fait l'objet eh bien, leur nation. Je dis vous remercie pour m'avoir suivi et puis vous promets une nouvelle fois pour une autre analyse sur une autre thématique importante. Je vous dis merci et passez bien cette fin d'année 2025 et recevez bien l'année 2026 qui arrive dans quelques heures. Au revoir à vous tous. Portez-vous bien. Merci. You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same.